Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, car nous sommes déjà au terme de cette édition du salon Materials and Light et on va continuer à parler lumière avec nos trois invités. De nouveau, à nouveau sur le plateau en notre compagnie, on est ravis de recevoir Zorica Matic. Bonsoir Zorica. Ravie d'être encore là. La fondatrice des idées lumière, passionnée donc de lumière, avec un vrai projet, un vrai beau projet. Vous êtes venu accompagner puisque vous sortez de votre conférence sur la lumière dans le Grand Paris et c'est Vincent Thiesson qui vous accompagne. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'agence On et concepteur lumière. Vous allez tout nous expliquer sur ce métier, mais vous serez assisté en cela de Florian Collin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes concepteur lumière également et vous êtes membre de l'atelier Coup d'état. Coup d'éclat, pardon, bien sûr, coup d'éclat. Alors, on démarre, on va justement s'interroger sur la place de la lumière dans le projet Grand Paris Express. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu ce projet, comment la lumière va jaillir, on espère. Présentez-nous d'abord nos invités, Zorica. Merci beaucoup. Vincent Thiesson, Vincent il a une double formation, donc il est architecte à la base et puis à un moment donné il a choisi de s'orienter vers la lumière, donc j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi ce choix et que tu nous parles un peu aussi de ton passage chez l'un des pères fondateurs de la lumière urbaine qui est Roger Narboni. Est-ce que tu peux déjà commencer par là? Oui, oui, architecte de formation en fait. Pendant le cours de ma formation d'architecte, je pense que j'avais déjà une sensibilité à la lumière, mais qui n'était pas évidente pour moi, que je n'avais pas compris. Et au bout d'un moment, il y a eu un article, notamment de Narboni, de monsieur Roger Narboni, sur le métier de concepteur lumière qui doit s'apprendre directement dans les agences, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. Oui. Du coup, en fait, tout simplement, j'ai déposé un CV pour faire mon stage d'école d'archi. Du coup, en conception lumière. Conception lumière. Mais comme vous dites, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu, on a l'impression d'assez nouveau, qui n'était pas peut-être dans le cursus traditionnel. Je crois que quelqu'un nous a dit qu'il y avait en tout, dans les écoles d'archi, très peu de cours en direct sur la lumière, moins d'une vingtaine d'heures. Ça paraît assez étonnant, alors que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui comme un matériau. On nous a beaucoup parlé de gens qui sculptent la lumière aujourd'hui. Oui, c'est une toute petite discipline dans les écoles d'archi. Enfin, attendez, à mon époque, Ouais. et même moi, il a été malade, donc j'ai eu mon UV sans avoir de cours. D'accord. C'est plutôt drôle. Mais est-ce que vous avez l'impression que justement aujourd'hui ça prend de l'ampleur ou c'est un métier vraiment qui prend de l'épaisseur, qu'on y a recours de... Ça fait quand même quelques années que ça a pris de l'ampleur, Ouais. notamment grâce à la première génération des concepteurs lumière qui ont quand même bien stabilisé à la fois le métier et les enjeux de la lumière dans la ville et dans les espaces intérieurs. Là maintenant on est confronté plutôt à des enjeux je dirais, environnementaux, où là il va falloir s'adapter et répondre intelligemment aux enjeux actuels. De plus en plus, on va y venir. On va découvrir aussi le parcours de Florian Collin. Aussi, vous avez décidé de travailler vous aussi sur la lumière. Moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur éclairagiste, et c'est un peu le même principe. J'ai fait mon stage d'école d'ingénieur dans une agence, puisque de la même manière, on apprend en faisant à l'atelier Coup d'éclat, donc fondé par Yves Adrien, qui a travaillé avec Roger Narboni en leur temps et qui continue. Et donc voilà, j'ai ce parcours aussi. Et pour rebondir sur les cursus, je travaille avec l'école d'architecture de Nantes qui ont un parcours lumière qui introduisent, qui est tous les 2 ans, et donc où ils ont de l'artistique, de l'espace public et de l'éclairage intérieur aussi. Alors vous sortez de la conférence, brillamment animée par Zorica justement sur la place de la lumière dans le Grand Paris Express, ou plutôt dans les gares, c'était très ciblé. Est-ce que ce sont des problématiques qui vous intéressent, travailler avec justement les communes sur des grands projets comme ça, porter une patte? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, déjà, ma première réflexion, ce serait tout simplement, c'est qu'on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui a compris que la lumière était importante. Voilà. C'est très très rare la démarche qu'on a, puisque voilà, il corrige ma copie tous les mois sur certaines gares, et c'est très très rare qu'un maître d'ouvrage demande une rigueur sur cette thématique-là et missionne un concepteur lumière pour garder le projet jusqu'au bout. Voilà, donc c'est assez rare. Et puis nous concernant, ce qui est aussi singulier, c'est que cette attention sur la lumière, elle se déplace aussi à l'extérieur de la gare, puisque du coup, dans la conférence, on a présenté le travail sur les places des gares du Grand Paris. Donc c'est plutôt les espaces extérieurs. Et là encore, le maître d'ouvrage a voulu que la dimension nocturne soit intégrée dans cette réflexion-là.
c'est là encore assez rare, donc il fallait le souligner. Évidemment, des lieux de passage par excellence, beaucoup de flux, de population. Je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers dans certaines gares. C'est surtout le programme qui a la plus grosse amplitude horaire d'ouverture. Ouais. Donc c'est là qui génère le plus de flux, comme vous dites, mais aussi le plus tard dans la nuit et le plus tôt le matin. Du coup, Voilà. c'est quoi les contraintes? Comment on imagine justement ces gares de demain, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en création aujourd'hui? Alors, je vais donner la parole à... Pour rebondir ce que disait Vincent, c'est que la maîtrise d'ouvrage nous a missionné en tant qu'assistant, en tant qu'expert lumière pour la création d'un programme. Donc on a travaillé depuis 2014 sur une charte générale de l'ensemble des 68 gares du Grand Paris. Donc les gares souterraines, les gares aériennes, et de leur donner chacune une couleur et une identité commune dans l'ensemble. Donc on a élaboré ce programme sans faire de projet, en réfléchissant à ce que ces gares, c'est des projets d'envergure qui mettent 10-15 ans à sortir de terre. Et donc ensuite créer ce programme sans faire de projet pour que derrière les architectes et les concepteurs lumière des équipes puissent s'en saisir, l'interpréter et à chaque gare et à chaque territoire développer un projet propre à chaque gare. Moi j'aurais une question pour enchérir. Est-ce qu'il y a une dimension participative? Est-ce qu'on fait participer les habitants ou les usagers, parce que ce n'est pas toujours forcément des habitants qui passent dans une Alors gare. à notre étape, non. Puisqu'on était vraiment très en amont, la partie programmatique. On a introduit, en travaillant avec la SGP, une partie concertation, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les concepteurs, on a proposé des ateliers où on a échangé sur leurs propositions, sans dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste d'avancer dans le même sens. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont prévues après, puisque là, il y a toute une communication qui se fait sur les tunneliers, sur les aménagements et les travaux qui sont des travaux lourds, et donc comment occuper cet espace de travaux en journée avec les nuisances que ça peut comporter. Ce sera plus sur les espaces extérieurs, sur les places où là il y aura un vrai programme de concertation, et même pas pour la gare elle-même, mais aussi pour ce qu'on appelle la saison 0 ou saison 1, qui est le temps avant la construction de la gare. Donc tous ces espaces qui vont être libérés le temps des travaux, ils vont pouvoir déjà commencer à vivre et être activés, notamment à travers la concertation et de créer les usages pour les habitants. Donc il y a une dimension sociologique en fait dans les compétences d'un concepteur lumière. Ah oui, il faut aimer l'humain, sinon il faut changer de métier. En plus de spécificité technique, il y a la dimension artistique et la dimension sociale. Ouais, je dirais sociale, artistique, quand même urbaine et architecturale. Voilà, on est obligé d'y passer. Et puis technique parce que voilà, on a un métier géographique, géométrique. Ouais, Pas si vous géographique. êtes sensible à Zorica, c'est vrai que c'est dans vos thématiques, créer du lien, la cohésion sociale à travers la lumière. Oui. Et c'est vrai, on peut d'un endroit, on le sait très bien parce qu'on se balade aussi dans des gares, des lieux un peu glauques, un peu. Au contraire, avec une belle lumière, avec quelque chose de réconfortant, de chaleureux, ça peut transformer complètement un endroit, un espace. Est-ce qu'il y a des exemples qui sont déjà avancés, des choses qu'on pourrait aller voir en se baladant dans vos projets passés ou à venir? J'avais envie de rebondir sur votre question. Dites-moi. Parce que je pense qu'on n'est plus dans l'époque où on va essayer de créer un bel espace. Là vraiment on est dans le moment où on va chercher une lumière qui sert à quelque chose. Voilà. Parce que l'air de rien, à l'heure actuelle, la lumière, ça consomme, la lumière, ça pollue. On est dans cette thématique-là. Mais par contre, c'est utile. Donc il va falloir l'adapter à l'usage et pouvoir développer cet usage-là avec la lumière. Donc on n'est plus vraiment dans le... aussi, il faut que ça reste beau, mais c'est totalement subjectif. Voilà. Il faut que ça soit beau et utile. Et utile. Ouais. Et donc je pense que le développement... Et écolo. Oui, exactement. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup de contraintes. Voilà. Comment donc vous gérez avec tout ça? Comment vous jonglez? Le cahier des charges là, il commence à être épais. Alors dans les gares moins, parce que ce sont des lieux de passage avec des besoins, puisqu'il faut pouvoir voir où est-ce qu'on va. Nous, dans nos projets en espace public, on a une sensibilité particulière pour intégrer l'ombre dans l'espace public urbain. Pas que dans l'espace naturel, mais il ne faut pas tout éclairer. Donc comment on travaille sur les contrastes, sur l'accompagnement physiologique. On parlait tout à l'heure des compétences, effectivement, il faut aussi comprendre comment fonctionne l'œil et comment il s'adapte aux différentes luminances. Et comment on amène de l'ombre qui soit pas angoissante, une ombre qui soit aimable, qu'on puisse apprécier dans l'espace urbain et que ce soit pas... s'il n'y a pas de lumière, c'est pas un coup de gorge, ça peut être quelque chose de très beau. Et puis les gares, évidemment, il y a une fonction aussi de fléchage, d'amener des gens à destination, que ça soit clair, que ça soit simple, tiens, les arrivées, les départs, ça paraît bête comme ça, mais là aussi la lumière peut vraiment dessiner Il faut aider au parcours. Mais là on n'est pas tout seul, c'est pas la lumière qui résout tout, on est accompagné par... On a les scéniques, on a l'architecture, c'est quand même là...
b.a.-ba de tous ces créateurs de gamme. Bon, on en sait un petit peu plus sur la place justement de la lumière dans ce Grand Paris Express. On a hâte de découvrir tous ces beaux projets. Bon, comme vous l'avez dit, c'est souvent des programmes qui sont longs, qui vont sortir d'ici quelques années. Mais on voit déjà pas mal de travaux dans tout Paris et la banlieue, la grande banlieue. Merci en tout cas Zorica Matic de nous avoir amené tous ces profils différents pour parler lumière ici sur le salon Materials and Light. Je précise, parce que j'ai oublié tout à l'heure, votre livre, La lumière dans la cité, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, les idées de lumière, c'est vous qui éditez. Édition Les idées de lumière, ouais, c'est auto-édité. Bravo. Merci. Voilà, Zorica Matic à découvrir. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce bouquin? Vecteur de cohésion sociale, c'est votre dada. On le montre à l'écran pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui vont regarder ces émissions. Un grand merci à vous trois, Zorica Matic, donc la fondatrice de l'association Les Idées Lumière, Vincent Thiesson, le fondateur de l'agence ON, et Florent Collin, concepteur lumière, comme Vincent, de l'atelier Coup d'éclat. Très bonne soirée à vous et à très bientôt sur nos antennes. Merci. Merci. Merci.